Alors, il s'agit de Madame Ava qui ne veut pas contribuer aux charges du loyer. Elle est grande commerçante, elle vit dans... Elle est mariée à un monsieur dans ce qu'il est convenu d'appeler la communauté des biens. Et là, elle ne veut pas participer. Elle se dit que cela incombe essentiellement à l'époux. Voilà le cas qu'on essaie quand même de résumer puisqu'on n'a pas de vidéo. Bonjour, monsieur le juge. Bonjour, monsieur. Bonjour, merci d'avoir accepté notre madame. invitation. Merci également à tout le cabinet de monsieur le garde des Sceaux, grâce à qui nous avons la possibilité d'avoir des fonctionnaires de ce niveau-là de notre justice. Alors, la première question sera de savoir que signifie l'expression charge du ménage. Merci, madame. Alors, l'expression charge du ménage, pour la comprendre, il faut se référer à l'article 51 de la loi sur le mariage. Cette loi dispose en substance que par le mariage, les épouses obligent à une communauté de vie. Et qui parle de communauté de vie parle nécessairement de communauté de dépenses. Et donc, les charges du mariage peuvent être entendues comme l'ensemble des dépenses découlant de la vie en ménage. Peut-être qu'il va falloir qu'on en fasse la liste pour être plus clair. Alors, ces charges concernent notamment les frais d'entretien et d'éducation des enfants, leur scolarité, leurs frais de santé, leurs besoins alimentaires, mais les besoins également du couple, de monsieur et madame, notamment les frais de santé, les frais d'entretien, toilette, habillement et autres, les frais de logement, le logement familial, le loyer doit être payé, les factures d'électricité. En fait, ce sont toutes les dépenses du couple, de la petite famille. Voilà en substance ce que veut dire cette expression. Les spectateurs qui n'ont pas vu l'élément, donc qui aimeraient qu'on revienne sur le cas parce qu'ils prennent des notes. Le cas de ce matin, mesdames et messieurs, est relatif à une dame mariée sous le régime de la communauté des biens et qui refuse de contribuer aux charges du ménage. Ce cas pose le problème général de la contribution aux charges du ménage. Il concerne aussi bien les foyers résultant d'un mariage que les foyers résultant d'une union libre. Deuxième question, monsieur le juge, que dit la loi à propos de l'obligation des conjoints à contribuer aux charges du ménage? Alors, il faut se référer à l'article 59, le nouvel article 59 de la loi sur le mariage qui est ainsi libellé. Les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Si l'un des époux ne remplit pas ces obligations, l'autre époux peut obtenir par ordonnance du président du tribunal du lieu de résidence l'autorisation de saisir, arrêter et de percevoir dans la proportion des besoins du ménage une part du salaire, du produit, du travail et des revenus de son conjoint. Donc, il s'agit d'une obligation légale à la charge des deux époux. C'est ce que la loi a prévu. Monsieur le juge? Alors, lorsqu'on dit en proportion de ses facultés, cela suppose que celui qui en a plus contribue plus, celui qui en a moins contribue moins. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça ne pèse pas à titre principal sur l'un quelconque des conjoints. Si madame dispose de plus de revenus, elle devait pouvoir contribuer plus. Et si monsieur en a plus, il devait pouvoir contribuer plus également. En tout cas, c'est ce que dit la loi. Au préalable, il faudrait savoir qui gagne quoi, combien. Oui, mais on suppose que les époux connaissent chacun les revenus de l'autre. Mais il faut déclarer réellement ses biens, parce qu'on peut cacher certaines choses. On a vu ça. Effectivement. Alors, monsieur le juge, comment se fait la contribution aux charges du ménage de manière pratique? Alors, cette contribution, la loi n'a pas défini la manière dont cette contribution est apportée. D'accord. Donc, on suppose que chacun va... Cela un peu de regret? Non, pas que cela soit regrettable. Le couple est suffisamment mûr pour voir comment cette contribution va se faire. Ça peut être un apport, c'est toujours un apport financier. Cela peut être une mise à la disposition, par exemple, de l'épouse des popotes du mois, le paiement du loyer. En fait, les époux définissent, par exemple, vous payerez le loyer, vous ferez ceci, vous ferez cela. Alors, ce qu'il faut... Est-ce que moi, par exemple, mon épouse peut me donner... Si elle ne me donne pas, moi, mon argent de poche en tant qu'homme, est-ce que je peux me plaindre?
Si Bon, elle gagne si- au préalable plus. Alice. Non, si elle gagne Non, Alice, plus, attendez. Laissez le c'est juge. plus. Vous êtes Voilà. dans un cas... Je suis dans un Mais cas, par pourquoi exemple, de pas? communauté de biens. Puisque Merci. on, Merci, trouve, monsieur. on trouve bien aisé que Voilà, que l'homme la- donne que l'argent l'homme- de poche à Oui, son si madame épouse. gagne Vous les plus, faites de il faut Et le donc, donner. si monsieur est en difficulté, Ben oui. en fait, ce Non, que non, vous même devez pas- Même savoir, pas de difficulté, mais monsieur le juge. c'est vous posez là un terme, l'obligation de secours. Voilà. L'obligation de secours, les époux se doivent un secours mutuel. Et donc, si permanent. l'homme est en détresse, la femme devait pouvoir venir à son secours. Moi, je ne vais pas définir ça en termes d'argent de poche, mais je voudrais qu'on retienne Mais que pourquoi si pour l'homme, l'un c'est quand il y des a la conjoints détresse? est en difficulté, Mais pourquoi pour l'homme, Mais- c'est quand il y a la détresse, C'est pour la pour femme, les c'est deux. naturel? Naturellement, qu'on non, doit donner non, chaque non, mois. il ne faut pas que ce soit naturel. Certainement que la femme est aussi en situation de détresse qui Permanente. nécessite une action, qu'on lui donne de l'argent de poche. Ça va dans les deux sens. Hein. Ça va dans les deux sens, c'est ce qu'il faut retenir Et cela se fait à proportion de ses en capacités. proportion de ses C'est capacités. capacité déclarée. Alors, quels sont les ménages concernés? Alors, les ménages concernés, j'ai suivi le cas, hein. C'est-à-dire d'emblée, beaucoup pensent qu'il n'y a que dans le régime de la communauté des biens. C'est ça. Mais la contribution aux charges du ménage fait partie des dispositions de base. C'est ce qu'en droit on appelle le régime matrimonial de base. Quel que soit le régime sous lequel vous êtes unis, vous avez l'obligation de contribuer aux charges du ménage. Que vous soyez en séparation des biens ou en communauté des biens, l'obligation de contribuer aux charges du ménage demeure. Voilà, donc c'est pour les couples, pour me résumer, c'est pour les couples en séparation et en communauté des biens. D'accord. Alors, Par le seul fait du mariage. on a eu hein, dans on va dire le préambule, un autre terme, l'union libre. Alors, l'union libre, c'est une union qui n'est pas juridiquement consacrée C'est-à-dire et dont les effets juridiques sont limités. C'est-à-dire c'est une union qui n'est pas consacrée par notre droit, ne reconnaît que le mariage. En France, La dot. notamment, vous avez le mariage, le pacte civil de solidarité. Ouais. Alors, chez nous, ici, la dot, non seulement Elle n'est est pas reconnue proscrite. par la loi, mais même elle est prohibée. Ouais. Elle est prohibée. Et donc, c'est le concubinage dont on parle tant et qui existe dans notre société, hélas. Ah, le concubinage confère ce droit de participation aux proportions. Non, le concubinage ne crée pas en tant que tel une obligation de secours. Justement, il y a une question qui vient. Hein. L'obligation de contribution aux charges du ménage concerne-t-elle les couples vivant en concubinage? Et qu'en est-il du droit des enfants nés hors mariage? Et puis la mère ou le père, t-il contraindre l'autre parent à pourvoir aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants? Merci. Alors, lorsque vous posez le problème du concubinage, ce problème ne peut être analysé qu'avec les enfants, à la lumière des enfants. Parce que les concubins en tant que tels n'ont pas d'obligation l'un envers l'autre, légalement. Seulement lorsque le concubinage a produit des enfants, lorsqu'il y a des enfants issus du concubinage, en ce moment-là, les enfants ont droit à des aliments. Il faut pouvoir à leurs frais d'entretien et d'éducation, et c'est l'article 4 de la loi sur la minorité qui le prévoit. Les parents doivent pouvoir aux frais d'entretien et d'éducation des enfants. Dans ce cas-là, le concubin ou l'un des concubins peut, lorsque l'autre manque à son devoir, saisir le juge des tutelles. Vous voyez ici, ce n'est même plus le juge des affaires matrimoniales, c'est le juge des tutelles, parce que c'est lui qui veille sur les intérêts du mineur, qui va déterminer la part de contribution du parent qui est fautif. Donc, le concubinage en tant que tel ne crée pas de droit. Seulement lorsqu'il y a des enfants issus de ce concubinage, l'autre concubin peut exiger de l'autre, en justice, qu'il pourvoie aux frais d'entretien et d'éducation de cet enfant. Alors, monsieur le juge, autre cas de figure, là on a parlé du concubinage, ça veut dire qu'il y a une communauté de vie de fait. Dans un autre cas où l'enfant a été conçu et les parents ne vivent plus ensemble. Alors, c'est le même régime. D'accord. C'est le même régime. Et généralement même, dans les faits, lorsqu'on en arrive à cela, les parents ne vivent plus ensemble. C'est-à-dire l'union s'est déstructurée, chacun est de son côté. Oui. Et donc, il faut contraindre l'autre à répondre à ses obligations de père ou de mère. Alors, quels sont les facteurs qui entraînent le relâchement de l'un des conjoints dans la contribution aux charges du ménage? Alors, il y en a plusieurs. Je pense que l'un des facteurs
essentiel, c'est surtout le facteur économique. Monsieur peut être en difficulté ou madame peut être en difficulté. Il peut avoir perdu son emploi. Il peut être surendetté parce que malheureusement, le surendettement des ménages existe. Vous allez voir le cas où souvent l'individu il a contracté plein de dettes auprès des usuriers et il ne le dit pas à son épouse. Et le bon père de famille, il n'est plus en mesure de répondre à ses obligations convenablement. Ce sont des cas malheureusement qui sont lésions. Il y a ça. Alors, il y a aussi un facteur sociologique. C'est que généralement, en tout cas dans nos sociétés africaines, nous pensons que les charges du ménage pèsent sur l'homme. Oui. Nous pensons que... Et l'ancienne loi même disposait plus ou moins ainsi, que les charges du ménage pèsent à titre principal sur l'homme. Et donc la femme ne voyait pas pourquoi contribuer. Comment contribuer alors que... Et surtout que lorsqu'il vient vers la dame, il déploie de grands moyens. Ah oui. Il montre qu'il a en mesure de prendre soin d'elle. Là encore... Et si cela a déterminé le consentement de la dame, pourquoi veux-tu que maintenant... Il y ait changement après. Je viens de contribuer. Il y a des femmes qui, malgré tous les grands moyens qu'on déploie, malgré tout ce que l'homme peut avoir, participent. Ah oui, non, mais Merci, je pense que la femme doit faire une distinction entre les techniques d'approche pour gagner son cœur. Et les techniques d'approche. Et maintenant, la vie en ménage, où il y a des obligations qui naissent. L'homme pose le premier pas, mais après, nous sommes tous engagés. L'homme pose le premier pas et après, la première pierre, et puis nous après, marchons ensemble. Oui, encore que maintenant aussi, les femmes posent le premier pas. Hein. Ah oui. Oui. Donc, celui qui pose le premier pas, il prend, voilà... Il se donne les moyens de conquérir le conjoint. Maintenant, lorsqu'on l'a conquis, bon, écoutez, voyons tous dans la même direction et puis contribuons ensemble aux charges du ménage. Une concurrence, on va dire, mutuelle. Technique d'approche. Alors, on a une autre... Ben oui, moi aussi. Hein. On a une autre question, monsieur le juge. Quelle procédure a su pour obtenir la condamnation d'un conjoint à contribuer aux charges du ménage? Alors... Pour obtenir la condamnation d'un conjoint à contribuer aux charges du ménage... C'est le cas de Mme Avar. Extrêmement. Oui. Alors, dans ce cas-là, il faut adresser une requête au président du tribunal du lieu de résidence. Vous adressez la requête et vous donnez des explications. Si vous êtes notamment en mesure de produire le bulletin de salaire de monsieur, vous-même votre bulletin de salaire, vous dites voilà ce que je gagne, voilà ce que lui gagne, mais il ne contribue pas aux charges du ménage. La preuve, à chaque fois, nous sommes assignés en résiliation de bail pour non-paiement de loyer et autres. Dans les deux sens aussi. Hein. Oui, l'un de l'autre peut le prouver. Et donc, voilà, les enfants sont à la maison parce qu'on ne paye pas leurs frais d'études. Donc, je demande qu'on m'autorise à citer mon épouse pour qu'il contribue aux charges du ménage. Et le juge, le président, signe ordonnance vous autorisant à citer l'époux fautif. Et la citation est faite par voie d'huissier. Vous venez, le juge des affaires matrimoniales vous entend et prend son ordonnance. Et cette ordonnance autorise à saisir une quote-part du salaire ou des revenus de l'autre conjoint. D'accord. Ceci n'est pas une procédure, on va dire, qui engage une condamnation. Il n'y a pas de condamnation pénale pour le moment. Alors, Mme Avar court quoi? Qu'on saisisse, elle est commerçante. Elle est commerçante. Dans le cas, ici, elle est commerçante. On va saisir une partie de ses biens. Son compte bancaire, par exemple. Son compte bancaire, oui. Son compte bancaire ou si elle a des créances auprès des tiers, cela peut être saisi. Et s'il y a des enfants mineurs, par exemple, ça change la chose? Ça l'aggrave? S'il y a des enfants mineurs, cela peut élargir l'assiette, enfin, le taux de contribution. Si vous contribuez à hauteur de 2%, de 10%, lorsque vous êtes seul et qu'il y a des enfants mineurs, bon, ça élargit vos responsabilités. Leurs charges aussi font partie des charges du ménage et donc cela vient agrandir l'éventail de contribution. Il faut contribuer plus puisqu'il y a des enfants mineurs. Est-ce qu'il est de bonne loi pour des futurs époux de passer devant un juge avant d'aller devant le maire pour certains conseils? Bon, quand vous dites passer devant un juge, c'est le cas extrême, mais il n'y a pas que les juges. Passer devant un juriste, voilà, parce que vous entrez dans un contrat et il faut en connaître les dispositions. D'accord. Il faut en connaître les dispositions. Parce que ça fait mal parfois à certains, mais le mariage, c'est un contrat. C'est un contrat. C'est un contrat pas comme les autres, mais n'empêche que c'est un contrat quand même. Et donc, il faut connaître la teneur des régimes.
pourquoi est-ce que vous devez opter pour la séparation des biens dans telle ou telle hypothèse et pourquoi c'est la communauté des biens qui sied plus à tel ménage. Il faut le savoir. Il faut savoir quels seront les droits de la femme, les droits de l'autre conjoint, ainsi de suite. Et parce que beaucoup de ménages ne connaissent pas leurs droits, cela pose beaucoup de problèmes. Vous parlez du cas de Mme Ava, mais Mme Ava, ce n'est pas parce qu'elle est forcément de mauvaise foi. Elle a pu croire à tort qu'en tant que femme, elle n'a pas l'obligation de contribuer. Vous voyez? Alors, lorsqu'elle est instruite... C'est sociétal, c'est sociologique. Voilà. C'est sociologique. C'est sociologique parce que souvent, le droit est en avance sur les mœurs de la société. Et donc, il faut s'instruire soi-même d'abord. Et merci pour cette émission, notamment, qui permet aussi d'instruire la population. Et on va poursuivre toujours dans cette même lancée-là. Et pour savoir quelle est la procédure à suivre pour la condamnation de l'un des parents à contribuer aux frais d'entretien et de l'éducation des enfants mineurs. Alors, cela suppose qu'il n'y a pas de mariage. Et dans cette hypothèse-là, il faut adresser une requête au juge des tutelles. Mais je voudrais préciser que cela suppose d'abord qu'il y a une filiation légalement établie. Parce qu'il n'est pas rare qu'une femme vienne vous voir et dise « Bon, le père de mon enfant ne s'en occupe pas ». Notre première réaction en tant que juge des tutelles, mais est-ce qu'il a véritablement reconnu l'enfant? Il dit « Non, l'enfant vit avec nous, mais il n'a pas d'acte de naissance ». Si l'enfant n'a pas d'acte de naissance, on n'a pas la preuve de sa filiation. Parce que vous n'êtes pas légalement marié et ce qui peut établir la filiation, c'est l'acte de naissance. Il faut que l'enfant ait l'acte de naissance, que le père ait régulièrement reconnu l'enfant. C'était le cas antérieur avec votre collègue. Voilà. Et à partir de cela, bon, le juge des tutelles est saisi. Le juge des tutelles est saisi avec les actes de naissance et autres. Et bon, l'autre conjoint est convoqué, invité à produire son bulletin de salaire. Beaucoup ne vont pas répondre à la convocation, mais une décision sera rendue. Et lorsqu'elle va commencer à être exécutée, ils se présenteront nécessairement pour chercher à négocier. Alors, c'est le moment aussi de faire un petit récapitulatif. La communauté des biens, c'est quoi? La séparation des biens, c'est quoi? Les implications des deux. Alors, merci beaucoup. Là, en Côte d'Ivoire, on parle de la communauté réduite aux acquis, par opposition à la communauté universelle adoptée dans certains États. La communauté réduite aux acquis, dans acquis, il y a le mot acquisition. Acquisition, donc, ce sont les biens acquis pendant le mariage. Et donc, dans la communauté des biens, vous allez distinguer les biens propres et les biens communs. Les biens propres, c'est notamment ce que chaque époux avait avant le mariage. Les biens à caractère personnel et aussi les biens reçus par don, legs ou succession. Et ensuite viennent les biens communs. Les biens communs, ce sont les biens qu'on acquiert pendant le mariage, ce sont les revenus des activités des deux époux. Et il y a la notion... À partir du jour du mariage. À partir du jour du mariage. Et aussi les revenus des biens propres. C'est-à-dire si, par exemple, madame avait une maison avant le mariage, un immeuble qui génère des loyers de 500 000, l'immeuble est un bien propre. Mais les loyers sont les revenus du bien propre. Et donc, ça tombe dans les biens communs. Ah bon? Oui. Voilà. Les revenus des biens propres sont des biens communs. Et dans les biens communs, il y a les biens communs ordinaires et les biens réservés. Les biens réservés sont les biens réservés à l'administration de la femme. Et ce sont les revenus de ses activités, de son activité professionnelle. Ces biens sont des biens réservés à son administration. Elle les administre librement après avoir contribué aux charges du ménage. Et les biens communs ordinaires sont les autres biens administrés par l'époux, sous l'emprise de la loi actuelle. Alors, les biens propres, dans le régime de la séparation des biens, tous les biens sont propres. Et si les époux travaillent ensemble à l'acquisition d'un bien, ce ne sera pas un bien commun, mais ce sera un bien indivis. Un bien? Qu'est-ce Indivis. que ça veut dire? C'est-à-dire, ça appartient aux deux. D'accord. Et pour connaître le régime de ce bien, il faut voir quelle est la part que chaque époux aura apportée à la réalisation, à la création de ce bien. Et dans cette hypothèse-là, il est bon qu'il y ait à chaque fois des écrits pour déterminer. Ah oui, parce que après, pour former. Alors, vous qui avez l'habitude des dossiers, quel est le régime le plus sollicité? C'est le régime de la communauté des biens? Alors, les Ivoiriens sont un peu plus habitués au régime de la communauté des biens, parce que c'est ce régime qui a prévalu pendant un bon moment jusqu'à ce qu'il y ait une réforme qui introduit la séparation des biens en option. Vous avez parlé de hacker.
en différence à ce qui se fait à l'extérieur. Juste pour info, qu'est-ce qui se fait à l'extérieur qui est différent? À l'extérieur, il y a souvent la communauté universelle. C'est-à-dire? C'est-à-dire tous vos biens sont communs. Que vous les ayez acquis avant le mariage ou pendant le mariage, par le seul fait de contracter le mariage, tous ces biens ont un caractère commun. Cela rentre dans un domaine commun de Voilà, un domaine commun de fait. Voilà. Est-ce que comme aux États-Unis, chez nous ici, on a des mariés ont des contrats de mariage? Contrat de mariage. Ah non, au stade actuel de notre législation, il n'y a pas de contrat de mariage. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour légiférer? Tout est prédéterminé. Bon, le droit évolue en fonction des mœurs. Non, le droit, vous avez dit, dévance les mœurs, c'est ce que vous avez dit. Oui, non, dans notre cadre ivoirien, le droit d'évancer les mœurs. Pourquoi? Parce que chacun avait sa tradition. Les Akans, ils ont leur tradition, les Mandés, ils ont leur tradition, les Gous ont leur tradition. Et donc, il fallait trouver un élément fédérateur. Absolument. Et c'était la loi qui nous a dévancés. Un consensus. Maintenant que nous nous sommes appropriés cette loi, on va évoluer avec elle. Et en fonction de l'évolution de nos mœurs, la loi va être modifiée. La preuve, actuellement, il y a beaucoup de réformes législatives, même le droit de la famille. Tout récemment, jusqu'à récemment, on dit le chef était, et le chef du ménage était l'homme. Ce pouvoir est tombé. Il s'est démocratisé. Il est partagé. Bon, la démocratie, c'est le régime le mieux consensuel, je pense. La France nous a fait un peu peur, le pouvoir. Bon, mais c'est l'expression. La femme et chef également maintenant. Est érigée au même rang que l'homme en matière de direction du mariage. Donc, demain, peut-être les choses vont évoluer, peut-être un peu plus que l'homme prendra même le nom de la femme. Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est fait pour les enfants ici, il y a une possibilité pour les enfants de prendre le nom de la mère ou pas? Est-ce que juridiquement c'est possible? Ça va venir. Il y a des réformes en cours qui le permettront d'associer. En ce moment, vous aurez un patronyme double. Mais à ce stade actuel de notre législation, il n'y a que le patronyme du père. Est-ce qu'une femme peut être mariée et conserver toujours son nom? Mais la loi actuelle dit que la femme a l'usage du nom de son mari. Donc, elle garde son nom. Elle n'en a que l'usage. Donc, elle peut l'utiliser ou pas? Donc, elle peut utiliser son nom. Quelque chose. Et quid, par exemple, ça, bon, on sort un peu du sujet, mais bon, c'est important à savoir, quid, par exemple, des femmes qui ne sont plus mariées, mais qui portent toujours le nom de l'ex-époux? Oui, mais elle a été connue sous ce nom. Et souvent même, elle est connue dans son milieu. Ce nom devient souvent un label. Et souvent même, c'est la femme qui donne à ce nom toutes ses lettres de noblesse. Ah bon? Oui. Il y a des femmes qui ennoblissent le nom de l'homme. Et donc, concéder qu'après le mariage, elle puisse en avoir l'usage pour un temps. Il en bénéficie plus qu'elle. Pour un temps. Mais bon, il y a des cas où bon, les gens viennent en interdiction pour dire bon, que tel arrête de porter mon nom parce que voilà, elle fait une activité qui prospère sous mon nom. On a eu le cas des Carambeux, tout ça. Oui, même en Côte d'Ivoire, ici, il y a des cas que je ne voudrais pas citer. C'est mieux. Merci beaucoup. Merci, monsieur le juge. Merci d'être passé chez nous pour nous informer. C'est un plaisir chaque fois d'avoir ces cas pratiques-là. Vraiment, une fois de plus, on aimerait remercier la diligence de monsieur le garde des Sceaux et puis toute son équipe, tout le cabinet qui, vraiment, parce que s'agissant de droit, on ne voulait pas prendre n'importe qui à matin bonheur, parce qu'il s'agit d'informer et puis de rapprocher de plus en plus les Ivoiriens donc de tout ce qui est droit. Et on espère. On aura un prochain cas qui, on espère, va attirer votre attention une fois de plus. Merci d'être resté en notre compagnie. Matin Bonheur est une émission de la RTI. Bonne journée.